Carol Everson, Classroom Management for Elementary Teachers, 71, nous dit jamais, 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 jamais on laisse travailler des gens longtemps sur une tâche sans s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie ou sur la bonne piste. En particulier, les jeunes en difficulté. Pourquoi? Pour éviter le développement de connaissances erronées qui ne mènent pas vers la compétence, mais qui mènent vers l'incompétence. Je vais donc essayer de m'appliquer la même médecine que ce que je recommande. Donc, je tiens à vous dire, dans ce problème-ci, il n'y a pas d'attrape. Des fois, on nous donne un problème, il manque de l'information. On peut résoudre et démontrer ce problème-là mathématiquement parlant. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous pointer la solution. Je vais vous la nommer. Il y a peut-être des gens dans la salle qui vont l'avoir trouvée. Il y a peut-être des gens qui vont être proches. Il y a peut-être des gens qui vont être dans le champ. Donc, ce qu'on pourrait demander, c'est aux amis de la classe. Bon, on les appelle comme ça au primaire. C'est pas très winner au secondaire, les amis. En tout cas, bon, c'est un autre problème. Là. Mais on pourrait demander aux gens qui ont trouvé d'aider les collègues qui ont eu plus de difficultés à trouver la solution. Donc, je vous pointe la solution, je vous retourne, je vous laisse un temps pour retourner dans le problème et voir comment on peut faire pour arriver à cette solution-là. La solution, c'est 13 trains. La solution, il y a 13 trains. Donc, retournez dans le problème, essayez de voir comment on peut faire pour arriver à 13. Ce que je vous propose, je vais essayer de résoudre ce problème-là d'une façon un petit peu caricaturale, mais il faut se rappeler que l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est voir les mots qui motivent et aussi des stratégies d'enseignement efficace. Alors, imaginons que vous êtes à la Pocatière, vous êtes mes étudiantes, je suis l'enseignant de mathématiques, et la séquence s'est déroulée exactement comme ce que j'ai fait. J'ai présenté le problème, je vous ai laissé un temps pour le travailler en équipe, on est revenu en grand groupe, j'ai pointé la solution et je vous ai retourné dans le problème. Si vous étiez mes étudiants, maintenant, ce que j'aurais tendance à vous demander, c'est est-ce que tout le monde comprend pourquoi il y a 13 trains? Non. Comme à la Pocatière, même chose. Il y a des gens qui vont dire, bon, moi, ce temps-là, ça m'a permis de me l'approprier, je le comprends maintenant. Et il y a des gens qui vont dire, non, moi, je n'y suis pas arrivé. Généralement, comme enseignant, comme enseignante, quand on fait face à un groupe d'étudiants où il y a à la fois compréhension et incompréhension, il y a deux procédés pédagogiques habituels qu'on va utiliser. Ou bien on va demander à quelqu'un qui a trouvé 13 trains d'expliquer aux autres comment il fait pour y arriver, ou bien l'enseignant va donner une première explication pour ceux qui n'ont pas compris. C'est ce que je vais faire. Je vais donc donner une première explication pour ceux qui n'ont pas compris, puis je vais le faire comme à la Pocatière. Ceux qui n'ont pas compris, là, c'est important d'écouter comme il faut. Je ne sais pas comment on fait ça, là, mais je vous demande d'écouter comme il faut. Bon, dans ce problème-là, quand on prend le temps de le lire, on nous dit, bon, à chaque heure du jour, il y a un train qui part de Québec et qui s'en va à Toronto. La phrase suivante nous dit c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire à chaque heure du jour, il y en a un qui part de Toronto et qui s'en va vers Québec. Un petit peu plus loin, on nous dit le trajet dure 6 heures. Généralement, on va se faire une tête vite sur ce problème-là. On va dire c'est pas compliqué. Un train à l'heure, 6 heures, 6 trains. Bon, et là, au moment où j'arrive en gare à Toronto, est-ce que je le compte ou je le compte pas? Là? Moi, je ne suis pas tout à fait arrêté, l'autre train n'est pas tout à fait en mouvement. Est-ce que je le compte, oui ou non? Si je le compte, je pourrais passer de 6 à 7. Si par exemple, je dis non, moi je calcule qu'il n'est pas vraiment en mouvement, eh bien, je devrais avoir le même raisonnement au départ. Parce que quand moi je quitte Québec, moi je ne suis pas tout à fait en mouvement, le train de Toronto n'est pas tout à fait arrêté. Donc, si je ne compte pas celui à l'arrivée, je devrais enlever celui au départ, et là, je pourrais passer de 6 à 5. Bon, mais comment on fait maintenant pour passer de 5, 6, 7 à 13? Ceux qui n'ont pas compris, là, écoutez comme il faut. Bon, imaginons qu'on part de Québec à 6 heures du matin. On pourrait faire partir le train à n'importe quelle heure, là, mais imaginons qu'on embarque dans celui de 6 heures. Si j'embarque dans celui de 6 heures et que le trajet dure 6 heures, j'arriverai donc à Toronto en gare à midi. OK, si je place le tout sur une droite numérique, j'ai mon Québec, j'ai Toronto, j'ai toutes mes heures, et si je compte autant le train au départ que celui à l'arrivée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trains. Ça va? Bon, ceux qui n'ont pas compris, écoutez comme il faut, là. À 6 heures du matin, quand je quitte Québec, le train que je rencontre est parti de Toronto à quelle heure? 6 heures auparavant. Je ne croise pas seulement les trains qui roulent en même temps que moi, je vais croiser tous les trains qui sont partis avant moi sur une durée de 6 heures.
Je vais donc croiser le train de minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et 5 heures. Et là, si j'ajoute ces trains-là à ceux que j'avais, j'en avais déjà 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trains. On est à la Pocatière. L'enseignant vient de donner une première explication. Est-ce que maintenant tout le monde comprend pourquoi tu as 13 trains? Bon, j'ai encore entendu des noms. OK, là, je vais donner une deuxième explication. Hein? Généralement, des fois, à la Pocatière, on répète la même explication 2 fois. Les gens n'ont pas dit qu'ils n'ont pas entendu, ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. C'est pas pareil, ça. Donc, je vais donner une deuxième explication différente de la première. Et là, ceux qui n'ont pas compris, là, il faut écouter encore plus comme il faut la deuxième que la première fois. Ce qui est dur dans ce problème-là, c'est de comprendre comment peut-il y avoir 13 trains quand le trajet dure seulement 6 heures. C'est souvent ça qui est dur à conceptualiser. Nommez-moi une ville à une distance d'1 heure d'ici. 1 heure. Montréal? On peut tout s'en... Drummond? Ça dépend comment c'est. OK. Partons avec Montréal. On fait croire un petit peu. On dit 1 heure. OK? Je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider. Et quel heureux hasard. On a le monsieur de la commission scolaire qui est ici, qui va venir m'aider. Vous allez vous lever debout. Une bonne main d'applaudissement pour votre directeur général. Vous allez rester avec nous. Imaginez que votre collègue est à Montréal. Je suis à Oxford. Je prends mon téléphone, je le contacte et je lui dis, écoutez-moi bien, vous allez prendre votre voiture, je vais prendre la mienne. Nous allons quitter tous les deux à la même heure, donc autour de 10h moins 5. Nous allons emprunter la même route et nous allons rouler tous les deux à 100 km/h. On part. À quel endroit et à quelle heure allons-nous nous rencontrer? Au milieu. Étant donné que je suis en mouvement et monsieur est en mouvement, quand lui fait 50 kilos, moi je fais l'autre 50 kilos et on va se croiser mi-chemin, mi-temps. Merci de votre aide. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est comme il faut, là. C'est comme dans l'exemple des deux voitures. Étant donné que les trains sont en mouvement, je ne croise pas seulement les trains à l'heure, je vais les croiser à chaque demi-heure, comme dans l'exemple Montréal et Oxford. Donc, si je ramène le tout sur ma droite numérique et que je place toutes mes demi-heures et que je les compte tous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trains. On est à la Pocatière. L'enseignant vient de donner 2 explications. Est-ce que maintenant, tout le monde comprend pas qu'il y a 13 trains? Bon, généralement, à la Pocatière, même s'ils n'ont pas compris, vous dites oui. Pourquoi? Pour arrêter l'acharnement thérapeutique qui est d'expliquer à celui qui ne comprend pas. Everson, 72, nous dit, pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, je dois d'abord comprendre ce qu'il comprend. Et je dois éviter la question, avez-vous compris? Les élèves vont toujours vous répondre oui. Puis vous avez l'illusion pédagogique que vous avez réussi votre coup, puis 40% d'échec au contrôle. Pensez-vous qu'un élève va oser lever la main et dire « Steve, j'aimerais que tu me donnes une 3e explication, j'en ai vraiment besoin. » Non! Parce que en salle de classe, imaginez comment un élève peut se sentir. Première explication, il ne comprend pas. Deuxième explication, il comprend encore moins que la première. Pensez-vous que si je lui demande s'il comprend, s'il a besoin d'une autre explication, c'est clair qu'il va me dire oui, puis je le vois. Les yeux dans la graisse de bine, la brune des lunettes, il ne comprend rien. Mais pour arrêter l'acharnement thérapeutique, oui, c'est correct, j'ai tout compris. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire rire de lui, à ses propres yeux, puis aux yeux de tous les autres qui sont autour, dont certains vont finir par dire, coudonc, il va-tu finir par comprendre, lui, il ne comprend jamais rien. Donc, pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, je dois d'abord comprendre ce qu'il comprend. Et la question, avez-vous compris? Poubelle. Et l'autre question à mettre aux poubelles, c'est « Dis-moi ce que tu ne comprends pas. » Il ne peut pas te le dire, il ne comprend pas. faut remplacer ça par une question. « Dis-moi ce que tu comprends. Montre-moi, illustre-moi dans tes mots. » Et là, je sais exactement où est l'obstacle. Puis souvent, les élèves m'ont dit « Mais là, je ne comprends rien. » Bon, OK, attends une petite minute. On va revenir en arrière.
OK, on regarde le problème. OK, à chaque heure du jour, comment tu comprends ça? Voyons, Steve, le jour, c'est quand tu fais clair. Oh, Bill, on va voir pas mal plus de trains au mois de juin qu'au mois de décembre. Non! Dans ce problème-là, là, le jour, c'est pas associé à la clarté. Le jour, c'est journée. Fait qu'il y a 24 heures d'un bord, 24 heures de l'autre, 24 trains d'un bord, 24 trains de l'autre. Si quelqu'un a placé dans sa tête que le jour, c'est le concept de clarté, jamais que la personne va arriver à comprendre 13 trains, et j'aurais beau lui donner 3 puis 4 explications, elle n'y arrivera pas. Pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, je dois d'abord comprendre ce qu'il comprend, et la seule façon, puis il n'y en a pas d'autre, c'est de lui demander, dis-moi ce que tu comprends. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'expliquer, là. Entendons-nous bien, là. Mais on doit, avant de commencer à expliquer, commencer par questionner. Dis-moi ce que tu comprends. De mes collègues me disaient, Steve, je passe mon temps à répéter, ils comprennent jamais rien. Moi, j'avais tendance à arrête de répéter, là, puis commence par questionner. Tu vas voir que tu vas répéter pas mal moins souvent. Pourquoi? Parce que là, tu vas être capable d'aller cerner où est l'obstacle, qu'est-ce qui les empêche d'accéder à la compréhension, et ensuite tu expliques. Mais tu vas expliquer en fonction de leurs besoins et non pas en fonction de ce que tu crois qu'ils ont besoin. Quand moi, je suis à l'avant, là, je fais mes simagrées en avant pour le problème du train Québec-Toronto, sans vous avoir questionné, je vous donne des explications que je crois qui vont vous aider, mais ce n'est pas parce que je pense que ça va vous aider que ça va être le cas, d'où la nécessité de poser des questions ouvertes du type « dis-moi ce que tu comprends ». Si je regarde l'heure, bon, il est 10 heures. Ce que je vous propose, on va s'arrêter pour une dizaine de minutes et on va reprendre autour de 10h10. Les différentes choses qui ont été vues. Carol Everson, son métrage. Stratégie d'enseignement efficace, récapituler. Quand un élève est incapable d'encercler le mot-clé dans une question, ça veut dire qu'il est incapable de sélectionner les éléments qui sont pertinents. Pensez-vous que ce jeune-là est capable seul, sans l'aide de l'enseignant, de trier parmi ce qui a été vu, entendu et fait ce qui doit être retenu? La réponse c'est non. Il est incapable d'encercler le mot-clé dans une question. Donc ce type d'élève-là a besoin de nous pour l'aider à retenir dans sa mémoire les bonnes choses. Comment? En récapitulant. Et c'est quoi la fréquence? Everson, quand on a fait un cours après 20 ou 25 minutes, on devrait, quand on a beaucoup d'élèves en difficulté, récapituler. Donc, je vais essayer de m'appliquer la même médecine. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à venir jusqu'à maintenant? Les éléments essentiels. L'enseignant peut faire toute une différence. Et son impact est plus grand que celui de la famille. Première chose. Ensuite, pour maximiser l'impact que l'on a, quand on fait face à des gens qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas, avant de commencer à expliquer, avant de donner des démonstrations, c'est important de questionner les jeunes avec des questions ouvertes du type « dis-moi ce que tu comprends » et j'évite des questions du type « avez-vous compris » ou bien « dis-moi ce que tu ne comprends pas ». OK, maintenant ce qu'on va faire pour la poursuite des choses, on va essayer d'aller voir quels sont les mots qui motivent, c'est-à-dire ceux qui encouragent en bon canadien français la switch à on et d'autres qui malheureusement favorisent la switch à off. Pour être capable de faire des liens avec ce thème-là, je vous propose de regarder 3 questions que vous allez discuter avec les collègues autour de vous. Première question, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête quand vous avez vu, par exemple, le problème à l'écran et qu'ensuite de ça, je vous ai mentionné, c'est un petit problème facile, ça va bien aller, les élèves en difficulté l'ont résolu, faites-vous-en pas, vous avez un cours universitaire. Qu'est-ce qui a roulé dans votre tête lorsque j'ai donné, par exemple, une première explication, je ne comprends pas. J'en donne une deuxième, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Première question. Deuxième question, comment vous êtes-vous comporté? Et là, je vais faire référence à ce que moi j'appelle la switch on-off. Est-ce que votre switch était à on? Ou plutôt, il y en a qui ont dit non, moi ces affaires-là, non, je fais pas ça, moi. C'est dur d'apprendre avec une attitude comme celle-là. Hein? Je vous ferai remarquer qu'il y a des élèves en salle de classe qui ont la même attitude, et c'est aussi dur d'apprendre avec une attitude comme celle-là. Et ensuite, dernière question, comment vous y êtes-vous pris en termes de démarche? Est-ce que, par exemple, vous avez été méthodique, création d'un schéma ou une droite numérique? Comment vous avez procédé pour faire le problème qui était demandé? Donc, 1 minute pour parler de n'importe quoi, 3 ou 4 pour échanger sur ces questions-là. On revient en grand groupe dans 3 ou 4 minutes. OK.
On va revenir en grand groupe. Pour objectiver ces 3 questions-là, bon, moi, je suis un vieux routier. Ça fait des années que je fais le problème du Québec-Toronto. Ça va faire au moins 20 ans. Et à travers les différents groupes que j'ai rencontrés, j'ai remarqué que quand on pose ces 3 questions-là, il est possible de recueillir 3 scénarios possibles. Un scénario positif, un scénario négatif et un scénario plus mitoyen. Je vais vous les présenter, ça va vous permettre de voir ce que vous avez et de comparer ce que vous avez discuté dans vos équipes si le social n'a pas été trop long. Alors, parce que le social, il faut le pratiquer avec les élèves. Une compétence, on ne devient pas bon du premier coup, il faut pratiquer. Alors, première question. Commençons par le scénario positif. À la lecture du problème à l'écran, j'ai constaté que c'est un problème de mathématiques et de la résolution de problèmes. Les mathématiques, là, ma mémoire s'est fait un plaisir de me rappeler que moi, j'adore ça. J'ai été formé en maths. Je suis un matheux. J'adore la résolution de problèmes. Le gars en avant me dit que le problème a été résolu par les élèves en difficulté. Ah! Il n'y en a pas de problème. Amène-le, ton problème. Si c'est ça que je me dis, comment vais-je me comporter selon vous? On ou off? On. Comment je m'y prends? Ce qui est clair, c'est que je m'implique et je m'applique. Bon, maintenant, scénario inverse. À la lecture du problème à l'écran, je me suis aperçu que c'était un maudit problème de mathématiques. Ma mémoire s'est fait un plaisir de me rappeler que j'haïs ça, je déteste ça. Le SMAT en avait un petit problème juste pour me mettre de la pression, là. Tu veux le savoir, ma switch? C'est vraiment pas compliqué. Off. Puis comment je m'y prends? Je m'y prends pas. J'attends qu'on me fournisse la solution. Un peu catastrophique, là, mais ça se pourrait que ce soit comme ça. Bon, dernier scénario plus mitoyen. Je regarde le problème à l'écran, je constate que c'est des mathématiques de la résolution de problème. Qu'est-ce que je me dis? Ben, le pire, c'est que je ne trouve pas de solution. Est-ce que ma vie est en jeu? Ben non. Est-ce que quelqu'un va m'agresser ici ce matin? J'espère que non. Donc, si c'est ça que je me dis, le pire qui peut arriver, c'est que je ne trouve pas, il y a eu le problème, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est ça que je me dis dans ma tête, comment vais-je me comporter selon vous? On ou off? On. Bon. Peut-être qu'au niveau de la méthode, c'est peut-être plus essai-erreur, mais ce qui est clair, c'est que je m'implique et je m'applique. À partir des 3 exemples que je viens de vous fournir et des discussions que vous avez eues avec les collègues, si je vous demandais, selon vous, parmi ces 3 questions-là, laquelle des 3 questions est la plus importante et influence les 2 autres? C'est la première. Ce que l'élève se dit dans sa tête influence ses comportements et influence ses actions en bout de course. Si l'élève se dit « je suis bon, j'aime ça, switch on », si l'élève se dit « je suis pas bon, switch off ». Mais ce que l'élève se dit dans sa tête, ce langage-là, il est fortement influencé par ce qui se dit autour de lui. Bon, vous autres, ne faites pas ça, mais chez nous, hein? Bon. Des fois, on va dire aux amis en première année, les amis, on le fait à tous les niveaux, là, les amis, là, faites-vous-en pas, là, ça va bien aller, c'est un petit problème facile. L'élève qui échoue un problème qualifié de facile par monsieur ou madame, il se sent comment, vous pensez? Moron. Profondément moron. Et où est le mérite de celui qui réussit? Il n'y en a pas. La raison de la réussite, c'est parce que le problème était facile. À la POCACIA, on fait bien pire que ça, hein? Des fois, on leur dit, là, c'est un bout de programme, là, c'est ardu, il faut travailler fort. L'élève a l'habitude d'échouer quand je dis que c'est facile. Pensez-vous qu'il va mettre la switch on quand je dis que c'est ardu? Switch off, puis bien collé à part de ça. Hein? Donc, il y a des mots que enseignante, emploie avec plein de bonnes intentions pédagogiques. Et parfois, c'est les élèves qui vont nous le demander. Steve, ton examen, il est-tu facile ou il est difficile? Ben oui, mais attends une minute, là. Ce qui est difficile pour un est peut-être facile pour l'autre. Tout à l'heure, vous avez tous entendu les mêmes mots. Hein? C'est problème facile, ça va bien aller. Pour un, ça peut être amène-le ton problème. Celui qui a entendu la même chose à côté. Et monsieur, je ne l'ai pas m'avoir la fin, hein? Bon. Pourtant, vous avez tous entendu les mêmes mots, mais les mots ne sont pas neutres. Ils sont évocateurs d'images et porteurs de sens. Et un de mes vieux profs à l'Université Laval, qui s'appelait Gilles Noiseux, Gilles m'a toujours dit, Steve, ton rôle, là, c'est d'essayer d'influencer la switch vers le on plutôt que vers le off. Parce qu'en salle de classe, seul l'élève peut apprendre ce qui est à apprendre. L'apprentissage, ça ne se décrète pas. Je ne peux pas ouvrir votre boîte crânienne, placer la switch à on et placer le théorème de Pythagore. Je ne suis pas capable de faire ça.
Le mieux que je peux faire, c'est d'essayer d'influencer la switch vers le on plutôt que vers le off. Mais quand on emploie des qualificatifs comme c'est facile, c'est difficile, vous ne savez pas ce que ça peut provoquer dans la tête de ceux qui l'entendent. Pour un, ça peut être amène-le ton problème, puis l'autre qui est à côté, c'est d'avoir le goût de mettre la switch à off. Donc Gilles me disait, Steve, tu n'as pas à qualifier les apprentissages que tu ne fais pas. Seul l'élève peut apprendre ce qu'il est à apprendre. Donc les c'est facile, c'est difficile, poubelle. Et là, probablement qu'il y a des gens qui sont en train de se dire, oh, mais je ne dis pas c'est facile, je ne dis pas c'est difficile, je ne dis plus rien. Steve, une petite formule à vous proposer, ça s'en vient. Soyez pas inquiets. Mais je veux d'abord vous sensibiliser. Les mots ne sont pas neutres. Il y a des mots qui favorisent l'engagement scolaire et il y a des mots, quand on présente des tâches, qui favorisent le désengagement scolaire. C'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça le risque que l'on encourt. Et non seulement l'enseignant doit surveiller son langage, mais les autres élèves également. Imaginez tout à l'heure, lorsque j'ai présenté la solution 13-30, quelqu'un aurait crié à haute voix « Je l'ai eu! » Hein? Vous en avez trouvé 5. L'autre en a trouvé 13. Généralement, ceux qui vont crier la bonne réponse en salle de classe, qui sont ces élèves-là? Les premiers de classe, hein? Moi, souvent, je dis à ces jeunes-là, si tu désires demeurer en vie, ça serait important d'arrêter de crier la solution à haute voix, là. Puis je blague à peine. Le premier de classe est content de nous dire qu'il a trouvé, mais excusez l'expression, il écarte les 20, 25, 30 qui sont autour, qui ont le droit d'apprendre. Ça s'appelle gérer la classe. Donc, moi je leur disais, on va convenir d'un cas d'ensemble qui va te permettre de demeurer en vie. OK? Donc, par exemple, quand tu as trouvé, prends ton crayon, place-le en face de toi, et je vais te donner ton bravo, je vais te donner ton renforcement, sois pas inquiète, et tu vas rester pas mal plus longtemps en vie, et tu risques de manger moins de mordnif lors des déplacements puis lors des battements là, de tes collègues, si on convient ensemble d'un code. Et je caricature à peine. Là, hein. Et souvent, les premiers de classe aussi peuvent crier à haute voix « Steve, ton problème n'est pas faisable. Hein, Mario, le meilleur de la classe, me dit que c'est pas faisable. Moi, je suis en difficulté, c'est clair. Switch off. » Donc, il y a des mots que les enseignants emploient avec plein de bonnes intentions, mais aussi les élèves qui vont peut-être influencer davantage la switch vers le off que vers le on. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est les risques qui sont possibles. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait installer dans notre discours à nous et dans la tête des jeunes et dans la salle de classe un message qui aurait plus de chances de favoriser la switch à on que la switch à off. Mais juste avant d'aller le voir, ce message-là, je veux d'abord vous conscientiser au fait que, quand on dit ce que je me dis influence mes comportements et mes actions, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le cerveau humain est câblé comme ça. Ce que vous avez à l'écran est un schéma que j'ai construit à partir des travaux d'un monsieur qui s'appelle Daniel Goleman, et non pas Coleman comme l'équipement de camping. Goleman est un journaliste au New York Times, enseigne à Harvard, et a vulgarisé les travaux d'un neurologue américain qui s'appelle Joseph Ledoux. Et ce que ces gens-là nous disent, c'est que le cerveau humain traite l'information à travers deux systèmes. Un système réactif, auquel ces gens-là ont associé un synonyme de cerveau émotionnel, et un système réflexif, auquel ils ont associé le synonyme de cerveau rationnel. Voici comment le cerveau humain traite l'information. À partir du moment où les sens perçoivent l'information, cette information-là est envoyée directement au thalamus, et à partir du moment où le thalamus la reçoit, le rôle du thalamus, c'est de percevoir cette information-là. Dès que l'information arrive au thalamus, le thalamus est un peu comme une gare de triage. Ensuite, il va faire parvenir cette information-là à d'autres structures dans le cerveau. Si vous regardez du côté gauche, vous avez une flèche qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus épaisse que celle qui est de l'autre côté, parce que c'est le premier relais que le thalamus va faire. Le thalamus va envoyer cette information-là à une plus petite structure en dessous qui s'appelle l'amygdale. Quand je dis l'amygdale, c'est pas celle qu'on a ici, là. C'est celle qu'on a au centre de la boîte crânienne. Donc, il y a des gens qui ont eu une ablation des amygdales, il n'y a pas de dommages cérébraux. Soyez rassurés, là. Bon, et à partir de l'information qui est arrivée à l'amygdale, selon Ledoux, l'amygdale, c'est la structure responsable de la mémoire des émotions. Donc, dès que l'information arrive à l'amygdale dit « j'aime » ou « je déteste ». Quand on parle de la switch on-off, là, c'est là que ça se passe. OK? Donc, à partir du moment où l'amygdale dit « j'aime » ou « je déteste », il n'y a pas de nuance. Hein?
C'est un cerveau qui réagit, il ne réfléchit pas, lui. Donc, c'est ou bien c'est blanc, ou c'est noir, ou bien c'est du plaisir ou du déplaisir. Donc, si c'est très déplaisant, l'amygdale peut engendrer une réaction positive ou négative. Je donne un exemple concret. Soudain, je traverse la rue. Soudain, il apparaît dans mon champ de vision une voiture. Je suis convaincu que ma vie est en jeu. C'est pas le temps de commencer à réfléchir, là. Il faut réagir, puis vite. Comment ça se passe? La rétine envoie l'information au thalamus, le thalamus l'envoie à l'amygdale, et l'amygdale dit « c'est pas tellement plaisant ce qui est en train de se passer, là. » Donc, les aires motrices, les deux pas, tu te recules. Je me recule, la voiture passe devant moi, je sauve ma vie. Le thalamus va faire un second relais de cette information-là vers les lobes frontaux qui possèdent la pensée et la parole. Puis là, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans cet exemple-là, peut-être que j'aurais tendance à dire, tu parles d'un méchant malade qui vient de passer devant moi. Dans cet exemple-là, la réaction précède la réflexion. C'est tout à fait adapté quand ta vie est en jeu. Mais Goldman nous dit, il y a des élèves à l'école qui vont éviter toute tâche qualifiée de déplaisante par leur amygdale, exactement comme dans l'exemple de la voiture. Revenons sur le problème du train Québec-Toronto. L'information est envoyée au thalamus, le thalamus envoie l'amygdale, l'amygdale distille. On connaît ça. C'est des maudites mathématiques. On haït ça à mort. Les aires motrices, la main qui ne touche pas au crayon, on ne le fait pas. On évite la tâche exactement comme dans l'exemple de la voiture. La beauté des travaux de ces gens-là, c'est qu'ils nous ont appris qu'on peut développer chez les jeunes ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est d'apprendre au cerveau rationnel, qui lui raisonne, à dire à l'amygdale qui est en dessous, qui ne réfléchit pas mais qui réagit, écoute bien l'amygdale, on va se calmer le pompon. OK? Puis on va s'essayer. Et si on s'essaye et qu'on réussit, le plaisir que tu recherches tant, nous allons l'obtenir. Mais si tu abandonnes, tu vas donc échouer et ça sera déplaisant. Et ça m'amène à vous dire, il faut que les enfants conscientisent qu'à l'école, c'est pas comme dans la vie. À l'extérieur de l'école, dans la vie, les enfants obtiennent leur plaisir rapidement. Quand l'enfant est devant la télé et que c'est pas plaisant, qu'est-ce qu'il fait? Zap! Quand on est sur un jeu Nintendo et que je bloque, qu'est-ce que les enfants font? Changent de jeu. Les enfants d'aujourd'hui ne vivent pas à court terme, ils vivent dans l'instantanéité. Les jeunes veulent avoir tout de suite, le plus rapidement possible et idéalement sans effort. Ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce qu'à l'école, le plaisir n'est pas obtenu pendant que tu fais la tâche. Il est obtenu une fois que tu constates que tu as compris et que tu as réussi la tâche. Si j'avais placé vos physionomies sur vidéo pendant le problème du train Québec-Toronto, je ne suis pas sûr que c'était le nirvana pour tout le monde, OK? À quel moment s'installe le sourire dans votre figure? C'est quand vous dites « Ça y est, je viens de comprendre 13 trains. » C'est là que le sourire apparaît. Donc, à l'école, le plaisir n'est pas obtenu pendant que vous faites la tâche. Il est obtenu une fois que vous constatez que vous avez compris et que vous avez réussi la tâche. Donc, imaginez l'élève qui me met dans le bas. Me bas vert. Ton cours est plat. Comment pourra-t-il goûter au plaisir scolaire? Plaisir qui est obtenu uniquement quand vous constatez que vous avez compris et que vous avez réussi. Donc, il va devoir se dire autre chose, il ne tente pas. Parce que si tu veux goûter au plaisir scolaire, là, tu l'as ton plaisir quand tu constates que tu as compris et que tu as réussi. Et le premier Américain à avoir pointé les différences entre apprendre à la maison et apprendre à l'école, son nom c'est David Gary. Et Gary nous a dit, à l'extérieur de l'école, les enfants font ce qu'on appelle des apprentissages d'habiletés cognitives primaires, qui vont simplement s'apprendre par soi-même, dans un environnement où il y a un petit peu de stimulation. Exemple, apprendre à parler. C'est un apprentissage naturel. Les enfants vont apprendre à parler en parlant. Il n'y a pas un parent qui a enseigné à son enfant comment on parle. Écoute-moi bien, on commence ça, là, sujet, verbe, complément, puis on met ça au bon temps. Mais non! L'enfant a appris à parler en parlant. Pourquoi? C'est un apprentissage qui est naturel. L'enfant n'apprendra pas à lire par lui-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un apprentissage naturel, c'est une habileté cognitive secondaire, dont le niveau de complexité est beaucoup plus élevé que la parole, et ça s'apprend par enseignement dans un endroit qui s'appelle l'école. Et la preuve de ça, dans certaines sociétés, l'école n'existe pas, malheureusement. Tous ces enfants-là apprennent à parler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui apprend à lire. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est pas naturel. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'enseigner le nom des lettres et le son produit
par chacune de ces lettres-là. Tu ne l'apprendras pas par l'osmose inversée et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, apprendre à l'école nécessite un niveau d'effort beaucoup plus élevé que d'apprendre à l'extérieur de l'école. Et ça, les enfants doivent savoir ça. Et j'en profite pour dire, une des bévues qu'on a faites dans le contexte de la réforme d'éducation québécoise, on a voulu, au début de la réforme, donner beaucoup de sens aux apprentissages. C'était noble. Et le prétexte, c'était de permettre à l'enfant de faire des liens avec la vie. Hein? Moi, je dis, l'école ne fait pas des liens avec la vie. L'école, c'est la vie pour les enfants. Or, comment ça se passe à l'intérieur, à l'extérieur, dans la vie de tous les jours? Parfois, c'est plaisant. Parfois, c'est moyennement plaisant. Parfois, c'est détestable. C'est ça, la vie. C'est ça que les jeunes doivent apprendre. Pensez-vous que chez Bombardier, à la Pocatière, le matin, pensez-vous que le contremaître demande aux employés, eh bien, quel projet voudrais-tu réaliser? Avec qui voudrais-tu travailler? Non! Qu'est-ce qui va respecter tes goûts, tes choix, tes intérêts? Non, oui! Tu as ça à faire. Ça, c'est la vraie vie, là. Si on pense que c'est comme ça, là, ça, c'est Walt Disney. Mais dans la vraie vie, là, c'est pas de même que ça marche. Donc, il faut que les jeunes sachent que parfois c'est plaisant, parfois c'est moyennement plaisant, et parfois c'est détestable. Surtout qu'on fait face à une génération d'enfants que moi j'appelle, c'est des amygdales ambulantes. Ils ont une amygdalite. Ils veulent avoir tout de suite, maintenant. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour essayer de favoriser la switch à on? Et qu'est-ce qu'eux peuvent se dire pour essayer de mettre leur propre switch à on? Eh bien, ce qu'on va leur proposer, c'est ceci. Tu peux réussir à l'école, mais ça ne se fera pas par l'osmose inversée et l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va se faire à deux conditions. La première, et c'est le boulot de l'élève, à la condition que tu fournisses l'effort nécessaire. Et le mot nécessaire est majeur. Je ne nie pas le potentiel des jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent, qui savent déjà lire au préscolaire, il y en a d'autres qui arrivent, qui ont des problèmes de langage. Sauf que le potentiel, là, c'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Puis la différence entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est la quantité d'efforts qui a été déployé. S'il y a des gens qui connaissent les travaux de mon collègue François Gagné à l'Université de Montréal sur la douance, 3 traits caractéristiques. Effort, ténacité, autodétermination. Edison, là, avant de découvrir comment l'ampoule fonctionne, il en a fait brûler 10 000. Vous se rappeler de ça, hein? Beethoven, son père le réveillait la nuit pour pratiquer le piano. C'est pas qu'il faut faire ça avec nos jeunes, là. Mais les jeunes doivent comprendre que tu ne peux pas avoir tout de suite sans faire d'effort. Ça ne marche pas. Et quand on dit à certains enfants, fais l'effort, il y en a qui forcent la face. Oh, non! C'est pas ça, faire un effort. On va devoir le définir avec eux. Faire un effort, ça veut dire agir, virgule, et ce, malgré le déplaisir. Quand je suis avec des tout-petits en première année, je leur dis, tu le fais même si ça ne te tente pas. C'est ça, faire un effort. À quel moment devez-vous vous dire qu'il y a un effort à faire? Quand ça va bien ou quand ça va mal? Quand ça va bien, vous êtes en train d'agir, c'est pas nécessairement déplaisant. Alors que quand vous êtes en train d'agir et que ça ne marche pas, c'est là que ça devient déplaisant. C'est là que c'est important de dire, Steve, là, il y a un coup à donner, il y a un effort à faire. Ça, c'est le boulot de l'enfant. Vous ne pouvez pas faire l'effort à sa place. C'est impossible. Mon boulot à moi comme enseignant, c'est de lui fournir une bonne façon de se prendre. On ne dit pas de la bonne façon, pour avoir plusieurs façons de faire les choses, où on pourrait remplacer le tout par des stratégies. Mon boulot, fournir les stratégies aux enfants ou les outils. Son boulot, appliquer les stratégies que je lui présente. Faire l'effort de le faire. Quand j'ai présenté ça à mes collègues à Polyvalente de la Pocatière, il y en a qui m'ont regardé et m'ont dit, Steve, est-ce que tu penses que tu viens de faire une grande découverte, là? Non, probablement que non. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, moi, j'enseigne la chimie 5e secondaire. Je leur en parle de l'effort. Je dis, oui, comment tu fais ça? Ben, je leur dis, en début d'année, j'ai besoin d'en faire des efforts pour réussir dans mon cours. Oui, OK. Après ça, quand est-ce que tu en parles? Quand ils en font ou quand ils n'en font pas? Oui, quand ils n'en font pas. Je dis, regarde, je vais essayer de t'imiter tout en étant très respectueux. Ça fait 15 ans qu'on est dans la même bâtisse. Le premier bulletin sort, on arrive en salle de classe. Ce matin, on va se parler. L'information est envoyée au thalamus, le thalamus envoie l'amygdale dit, il va encore faire un serment de curé. Les oreilles, on prend ça d'un bord pour le faire de l'autre. Quand on dit que ça rentre par là, ça sort par là, ça s'explique cette histoire-là. Il ne faut pas parler seulement de l'effort quand les élèves n'en font pas. Il faut surtout en parler quand ils en font. Scanner 56, conditionnement opérant. Quand tu renforces un comportement, les probabilités que le même comportement se reproduise sont grandes. Donc, on est un vendredi après-midi, dernière période. Il reste 10 minutes. La gang travaille, la boue dans le toupette. Vous êtes content de ce que vous voyez. On arrête le groupe. J'ai quelque chose à vous dire. Steve, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Non!
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu nous as donné une tâche, on est en train de la faire. Est-ce qu'elle est plaisante? Oh non, on a assez hâte de finir. C'est ça, faire un effort. C'est ça que Steve apprécie, c'est ça que Steve veut voir demain, après-demain, puis l'autre demain. Le même enseignant me dit, Steve, je ne peux pas leur dire que ça a bien été, ils sont fous raides la période d'après. Je dis, oui, mais attends une petite minute, là. Comment t'as donné ton feedback? Je leur ai dit qu'ils ont passé une belle période. Oui, mais attends une petite minute, là. L'élève ne fait pas d'inférence en lecture. Il ne fait pas plus d'inférence dans ton discours. Ça a la même habileté intellectuelle. Donc, belle période égale 2 points. Tel comportement, tel comportement, tel comportement, tel comportement. C'est ça que Steve a apprécié. C'est ça que Steve veut voir demain, après-demain, puis l'autre demain. Pour qu'un outil comme ça donne de bons résultats, on en parle quand ça va bien et on en parle de façon explicite pour rendre les jeunes responsables de leurs apprentissages. Combien de fois un jeune vient porter sa copie de l'examen sur le coin du bureau en disant « J'espère que je vais être chanceux! » Ben oui, tu sais que moi je fais un tirage, hein? Oui, les noms dans une boîte, puis les notes dans l'autre, tu es chanceux. On va avoir une bonne note. Et puis à la pocatière, pour être sûr que les jeunes croient que c'est la chance qui explique le résultat, on le marque en gras, sa copie d'examen, bonne chance. Ah, ça c'est aidant. Ça va les rendre responsables de leurs apprentissages. Hein? Non! Il faut leur dire bon succès, parce que tu as fait l'effort d'étudier. Si tu n'as pas fait l'effort d'étudier, fais appel à la chance, tu risques de n'en avoir de besoin. Okay? Donc, il faut que les jeunes comprennent que c'est de leur faute ce qui arrive. C'est de leur faute s'ils ont réussi. Combien de jeunes viennent nous voir dire on dit que j'ai été chanceux. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis le début de l'année? Effort, stratégie, c'est de ta faute si tu as réussi. Ce que je leur disais, c'est de ta faute si tu as échoué. Il faut que les jeunes comprennent que ce qui leur arrive, ils en sont responsables. Bon, quand j'ai créé cette petite formule-là, ce petit message-là, je l'ai transformé éventuellement en formule mathématique. Je suis un matheux, moi. Que voulez-vous, des formations professionnelles. Et ça tourne autour de ceci. La réussite est égale aux efforts fois les stratégies, ou R égale E fois S. Et le fois, il s'est pensé, hein? C'est pas un plus. 0 effort fois plein de stratégies donne 0. Comme beaucoup d'efforts fois 0 stratégie va toujours donner 0. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Une autre façon de dire la même chose, c'est ceci. R égale E fois S. Ça devrait être dans toutes les salles de classe, 3 pieds par 6 pieds. Et à toutes les fois qu'on présente une tâche, on peut réussir effort, stratégie, effort, stratégie. Exactement ça. Quand un dit c'est pas faisable, l'autre à côté va dire non, non, on peut réussir effort, stratégie. C'est ça qui va influencer la switch vers le on, beaucoup plus que une bonne idée, mon gabane, mon bon verre. C'est normal, nous autres, les mathématiques, c'est mon père t'as pas bon, mon grand-père t'as pas bon, c'est une lignée, c'est une tare, on n'y arrivera jamais. C'est clair que je vais être meilleur que n'importe quel astrologue pour dire que jamais que cet enfant-là va être capable de réussir, si c'est ça le discours entre les deux oreilles. Donc ça, c'est important de le mettre en place le plus rapidement possible. Quand j'ai créé le tout, je me disais, je pense que je viens d'inventer quelque chose en éducation. Quand tu penses que tu viens d'inventer quelque chose en éducation, tu devrais avoir l'humilité d'aller voir du côté américain pour t'apercevoir que ça faisait 30 ans qu'il l'avait inventé avant toi. Donc, je vais rendre à César ce qui est à César. La première qui a travaillé sur cette petite formule-là se nomme Carol Dweck. Dweck est une enseigne à l'université Stanford en Californie. Dweck étudie la motivation scolaire depuis 40 ans. Et c'est la première qui a été capable de montrer que quand dans un groupe, on installe R égale E fois S, on en parle quand ça va bien, et ainsi de suite, comparativement à un groupe qui ne le fait pas, les groupes où la formule est installée, primaire, secondaire, collège américain et même à l'université, ces jeunes-là performent nettement mieux et les taux de diplomation sont plus élevés quand la formule a été installée que les groupes qui ne l'ont pas fait. Donc, on a des preuves scientifiques que ça marche. Et pourquoi ça marche? Bien, quand on dit à un enfant qu'avec les efforts et les stratégies, il peut réussir, on développe ce que Dweck appelle une conception dynamique de l'intelligence. Les jeunes vont penser que la raison de leur réussite, elle est attribuable aux efforts et aux stratégies. Alors que si on n'utilise pas cette formule-là, il y a des jeunes qui vont finir par croire que la raison de leur réussite, c'est parce qu'ils sont talentueux. Ils sont venus au monde avec ça, c'est un don de Dieu, puis l'autre, il y a eu une roche à la tête, c'est que tu veux. C'est pour ça qu'il n'apprend pas. Je caricature à peine, là. Il y a des enfants qui entendent depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes, « Ah, toi, t'es brillant. » Ça te sort par les oreilles. Quand ces jeunes-là font face à l'échec, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame japonais. Je vous raconte rapidement. Quand moi j'étais au secondaire, j'étais un bon trouble de comportement, vrai. Là, hein? Et pour réussir, pour obtenir 70%, je devais travailler fort. J'ai de mes collègues qui étaient nettement plus brillants que moi, nettement plus brillants.
Et quand on est arrivé au cégep, on a fait un vrai cours de mathématiques pour hommes, calcul différentiel et intégral, pas mathématiques 536, un vrai cours de mathématiques. Là, on a fait la différence entre les hommes et les enfants. OK? Il y a des jeunes qui étaient nettement plus performants que moi au secondaire. Premier examen, 40%. Ils n'ont jamais eu ça. Ils n'attendent pas à la fin de la période pour aller abandonner au bureau du registraire. À la pause, ils s'en vont en bas et ils ont laissé tomber. Pourtant, ces jeunes-là étaient les meilleurs lorsqu'ils étaient au secondaire, mais ils avaient une conception de leur intelligence qui est statique. Ou bien je l'ai ou je ne l'ai pas. La raison de ma réussite, c'est parce que moi, je suis intelligent. Donc, quand je vis de l'échec, je pense que je ne suis plus intelligent. Donc, la petite formule, là, c'est pas juste pour les élèves en difficulté, c'est aussi pour les élèves moyens et les élèves forts. Quand un élève fort réussit, il faut arrêter de lui dire qu'il est talentueux. Il faut lui dire que la raison de sa réussite, c'est parce que tu as fait un minimum d'efforts et tes stratégies sont au rendez-vous. Pour que lorsque ce jeune-là va faire face à l'échec, il va se questionner là-dessus. Pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai fait suffisamment d'efforts? Non. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Ou bien, si j'ai fait assez d'efforts, est-ce que j'ai travaillé de la bonne façon? Non. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, d'un côté, l'intelligence, elle est dynamique, alors que de l'autre côté, l'intelligence, elle est statique. Maintenant, les gars, nos gars, la petite formule, là, R égale E fois S, urgence nationale. Puis voici pourquoi. Thérèse Bouffard, qui enseigne à l'Université de Montréal, étudie la motivation scolaire depuis presque 20 ans. Dans une étude dont elle a commencé à publier les résultats en 2004 auprès d'un N, un nombre d'élèves autour de 5000, elle a essayé de voir la différence entre les gars et les filles. Et voici ce qu'elle a publié à ce moment-là. Les attitudes et perceptions des gars envers le français pour occuper une place importante dans les difficultés qu'ils présentent, surtout au secondaire. En effet, le français est la matière où ils se sentent le moins compétents en même temps que celle où ils se fixent les objectifs les moins élevés. Les deux paragraphes suivants sont extrêmement troublants. Les gars ont une faible capacité à faire des efforts quand une activité paraît peu intéressante ou ennuyeuse, quand la gratification n'est pas immédiate mais différée dans le temps. Une des manifestations de cette réalité, filles et gars évaluent assez négativement leur cours de français, ce qui n'empêche pas les filles de maintenir leurs efforts dans cette matière. Beaucoup de gars considèrent que le besoin de faire des efforts est inversement proportionnel à l'intelligence. Quand un élève est assez intelligent, il n'a pas à travailler fort pour réussir. C'est-à-dire qu'il y a une pensée de même, tu vas aller loin dans la vie. Hein? En même temps, les gars ont moins que les filles l'impression d'avoir un contrôle sur leur rendement et attribuent une part importante de ce rendement à la chance. Les gars, là, urgence nationale. R égale E fois S, idéalement étampé dans le front. Et si vous êtes parent de garçons, ça apporte de chambre. Urgence nationale. C'est clair. Il faut que les gars arrêtent de penser que ça va toujours être la joie, l'allégresse et le bonheur. Ça ne marche pas. Il faut que ça n'a pas de bon sens qu'à l'université, dans mes propres cours en psychologie, j'ai 59 filles et un gars. C'est inacceptable. Il faut que les gars apprennent que ça ne peut pas toujours être plaisant. Donc, je caricature à peine. Et finalement, pour vous-même maintenant, peut-être que la petite formule que je vous ai présentée, elle ne sera pas juste utile pour les élèves, elle pourrait être utile pour vous aussi. Le test que je vous ai demandé de compléter mesure une intelligence statique ou dynamique. Donc, si vous avez obtenu un score entre 3 et 9, c'est une bonne nouvelle. Vous avez besoin de ma formule. Parce que votre intelligence, elle est statique et vous devez vous rappeler qu'avec les efforts et les stratégies, vous allez peut-être être capable de monter le meuble chez Ikea. OK? Si vous avez obtenu un score entre 12 et 18, vous n'avez pas besoin de ma formule, votre intelligence est dynamique. Et si vous avez eu 10 et 11, vous avez besoin de ma formule, parce que de temps à autre, vous êtes statique, de temps à autre, vous êtes dynamique. Alors, dernier point sur la petite formule, puis ensuite on va voir quelques stratégies d'enseignement efficace. Vous avez peut-être entendu des conférenciers, j'aurais besoin de votre attention, vous avez peut-être entendu des conférenciers vous dire que la génération d'aujourd'hui, c'est la génération C, c'est-à-dire créativité, collaboration. Je ne me rappelle pas tout ce qui est C, là. Il y a une dame qui s'appelle Jean Twenge, qui enseigne à l'Université de San Diego et qui répond à ça foutaise. Elle a écrit un bouquin en 2006 dont le titre est « It's a Generation Me ». C'est pas une génération C, c'est une génération Me, Myself and I. Moi, moi-même et je. Et son dernier petit bouquin, 2009, Narcissic Epidemia. Ça va vraiment pas bien, là, hein? Et comment en est-elle arrivée à écrire ces volumes-là? Twenge a fait sa thèse de doctorat
en comparant les scores des jeunes adultes américains à des tests psychologiques standardisés administrés depuis les années 60 jusqu'à nos jours, 2 tests en particulier, un qui mesure les traits narcissiques, le narcissisme étant un égocentrisme à outrance. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Les jeunes adultes de 2010 ont un niveau de narcissisme plus élevé que ceux de 2000, ceux de 2000 plus élevé que ceux de 90, ceux de 90 plus élevé que ceux de 80. C'est une pente ascendante depuis les années 60. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Elle a constaté la même chose sur un deuxième test qui mesure le locus of control. C'est-à-dire, est-ce que je crois que ce qui m'arrive, j'en suis responsable? Locus of control interne. Ou bien ce qui m'arrive, ça dépend toujours de la faute. C'est toujours la faute des autres, la faute du gouvernement, c'est la faute de tout le monde. Locus of control externe. Elle a constaté que les jeunes de 2010 ont un locus of control externe plus élevé que ceux de 2000, ceux de 2000 plus élevé que ceux de 90, ceux de 90 plus élevé que ceux de 80. C'est une pente ascendante depuis les années 60. C'est pas une bonne nouvelle, là. Et comment peut-on l'expliquer? Ce que Twenge a constaté, c'est que dans toutes les sociétés industrialisées, les années 70 ont été des années où nous avons connu une montée de l'individualisme. Dans les années 50 et 60, la religion était forte. Quand on a sorti la religion d'un peu partout, ce que l'on a connu, c'est une centration sur nous-mêmes. Et souvent, on le voit comme enseignant ou comme direction d'école. Moi, j'ai rencontré plein de parents qui me disaient « Monsieur Bissonnette, mon garçon, ma fille. » Oui, mais madame, il y en a 30, 35 autour. Non, vous n'avez pas compris, Monsieur Bissonnette. Mon garçon, ma fille. Ça, c'est important. Les autres, ça n'a pas d'importance. Donc, on a connu une montée de l'individualisme. La montée de l'individualisme a entraîné, tel que mesuré par Twenge, une augmentation des traits narcissiques dans les populations. Et l'augmentation du narcissisme entraîne inévitablement une diminution de l'effort. Quand tu es narcissique, tu ne veux pas faire ce qui ne te tente pas. Donc, si on définit l'effort comme tu le fais, même si ça ne te tente pas, les gens qui sont narcissiques évitent ces tâches-là. La diminution de l'effort entraîne une déresponsabilisation. Quand tu ne fais pas d'effort et que tu vis l'échec, tu vas avoir tendance à blâmer les autres. Et ça, moi, je le vois à l'université. Je ne parle pas d'élèves en difficulté, là. Dans mon cours en psychoéducation, il y a des gens qui sont convaincus que la raison de leur échec, c'est parce que Bissonnette, c'est un chien. Ça n'a rien à voir avec eux qui vont étudier la veille, ça n'a rien à voir avec eux qui vont surfer sur Facebook pendant que j'enseigne, ça n'a rien à voir avec eux qui vont prendre des pauses d'1 heure au lieu de 20 minutes. Non, ça, c'est pas important. C'est Bissonnette qui est un gros chien, c'est la raison pour laquelle eux autres ont coulé l'examen. Locus of control externe et non pas interne. Donc, la déresponsabilisation entraîne un lieu de contrôle qui devient externe et tout ça amène une conception de l'intelligence qui devient statique. Il y a des gens qui finissent par croire qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Comment on va faire pour faire tourner la roue autrement? Ma petite formule, là, urgence nationale. Quand on va installer ça dans toutes nos classes et comme parents, ça apporte de nos gars, on développe une conception d'intelligence qui devient dynamique, un lieu de contrôle interne, une responsabilisation des apprentissages, une augmentation de l'effort, une diminution des traits narcissiques et une ouverture à l'autre. Il faudrait se rappeler que dans les années 60, Kennedy avait déjà dit « Demande-toi pas ce que ton pays doit faire pour toi, demande-toi ce que toi tu dois faire pour ton pays. » On est loin de ça des années 2000. Et si vous croyez que j'exagère, je vous invite ce soir à faire l'expérience troublante suivante. Allez à l'épicerie du coin, à la caisse 8 articles et moins, et dites à celui qui se présente avec un panier de 30, regarde, c'est pas compliqué, là, ça flash. C'est marqué 8. À vue de nez, là, ton panier en a au moins 30. T'es pas dans la bonne rangée, tu devrais quitter. Voici ce que vous allez entendre. C'est quoi ton problème? Ce qui est important, c'est moi. Moi, il faut que je passe avant les autres. Les autres, pas important. Regardez comment les Québécois vont conduire. En Ontario, on laisse passer les piétons. Au Québec, on a tendance à les frapper. Je caricature à peine, là. La petite formule, là, urgence nationale. Je n'ai pas réussi à vous convaincre avec ça, j'y arriverai jamais. Alors, maintenant, stratégie d'enseignement efficace. Voici une caricature de l'acte d'enseigner et le drame de l'enseignement. Si vous regardez la jeune fille, elle essaie d'expliquer à ses collègues un concept qui est très clair dans sa tête, c'est une fleur. Regardez les collègues, il n'y a pas personne qui voit une fleur. C'est ça le drame de l'enseignement. Quand moi je vous explique le train Québec-Toronto, il est très clair dans ma tête, ça fait 20 ans que je l'enseigne. Mais c'est pas parce que c'est clair dans ma tête que ça va être clair dans la vôtre. Pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, je dois d'abord comprendre ce qu'il comprend. Et la seule façon, c'est de le questionner avec des questions ouvertes. Sauf que quand on questionne des élèves, pourquoi on fait ça? C'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont placé entre leurs deux oreilles. On veut savoir, dans le fond, c'est quoi la compréhension qu'ils ont construite
ou dit dans un langage un petit peu plus scientifique, c'est quoi la représentation du problème qu'ils se sont construits. On a un monsieur qui s'appelle Jean Piaget, qui dès les années 40 nous avait dit, les élèves en salle de classe, il n'y a aucun élève qui travaille sur ce que vous lui donnez. Aucun. L'élève travaille seulement sur ce qu'il a compris de ce que vous avez donné. Et entre ce que j'ai donné et ce que l'élève a compris, parfois l'écart est mince, parfois l'écart est énorme. On a compris ce que Piaget voulait dire dans les années 80. Ça nous a pris 40 ans pour le décoder. Hein? Donc, c'est les gens qui souffrent d'insomnie, là, un chapitre de Piaget avant de se coucher, excellent. Excellent. Meilleur que du Valium, vous allez dormir profondément. Et ce que ce monsieur-là a voulu nous dire, c'est quand, par exemple, je vous donne un problème à résoudre. Prenons le problème du train Québec-Toronto. C'est ce qu'on appelle un stimulus. Le stimulus a été capté par vos canaux sensoriels, c'est-à-dire les sens, les yeux, les oreilles, et ainsi de suite. Les sens amènent l'information au cerveau. La job du cerveau, c'est d'essayer de comprendre. Comment on fait pour essayer de comprendre? On va fouiller dans notre mémoire où on trouve des savoirs, savoir-faire, savoir-être. C'est ce qu'on appelle notre bagage, nos acquis antérieurs. À partir de ce qui est consigné dans ma mémoire, je vais donner un sens au problème du train Québec-Toronto et je vais me construire ce que Piaget appelait une représentation du problème. Et à partir du moment où la représentation est construite, où on pourrait se dire, je vais me faire une tête sur le problème. Quand la compréhension est construite, vous ne travaillez plus sur le train Québec-Toronto que je vous ai donné, vous travaillez sur la représentation de ce problème-là que vous vous êtes construit à partir de votre bagage à vous. Mais quand moi je suis à l'avant puis je vous explique quoi vous pensez? Ma représentation à moi, que moi je me suis construit à partir de mon bagage à moi. Mais si je veux savoir qu'est-ce qui cause problème, quel est l'obstacle qui permet à la personne de ne pas accéder à 13 trains? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est un savoir-faire, savoir-être? Seul le questionnement ouvert me permet d'arriver à ça. Mais quand vous questionnez des jeunes en salle de classe, qui a l'habitude de lever la main? Les forts. L'élève moyen, l'élève en difficulté apprend que dans la classe de Steve, on peut dormir profondément au gaz parce que c'est toujours les mêmes qui vont répondre aux questions qu'il pose. Un des slogans de la réforme, c'était qu'il faut que l'élève soit actif dans ses apprentissages. C'est correct. Être actif, ça veut dire être debout en train de faire un projet. Être actif, ça veut dire faire fonctionner les 100 milliards de neurones que tentent les deux oreilles. Comment? Carol Evolution, folie 11, nous dit les enseignants qui ont du succès déterminent eux-mêmes qui répond aux questions qu'ils posent. Donc, plus besoin de lever la main à partir de demain matin, c'est Bibi en avant qui va pointer les élèves pour répondre aux questions qu'ils posent. C'est drôle, les problèmes d'attention, il y en a moins. C'est drôle, les problèmes de comportement, il y en a moins. Mais en 73, elle nous disait, quand tu fais ça, c'est important d'expliquer aux jeunes que tu ne fais pas ça pour les prendre en défaut. Parce que souvent, on a utilisé, pas chez vous, mais chez nous, souvent, on a utilisé le questionnement comme une intervention disciplinaire. L'élève regarde dehors, Mario. Est-ce que tu pourrais expliquer aux autres ce qu'elle vient de présenter? Bon, puis là, il n'est pas capable de le faire, puis il vient de le ridiculiser à ses propres yeux et aux yeux des autres. Donc, quand Mario regarde dehors, Mario, tes yeux, tes oreilles en avant, j'ai besoin de ton attention. On n'utilise pas le questionnement comme un outil disciplinaire. On utilise le questionnement pour vérifier la qualité de la compréhension. Donc, c'est important de pointer les élèves, mais avant ça, de leur dire qu'on ne fait pas ça pour les prendre en défaut, parce qu'on veut savoir ce qu'ils ont compris. Quand vous avez 20, 25, 30, 35 jeunes d'une salle de classe, est-ce que vous pouvez les pointer tous un par un? Non, Steve y a pensé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce qu'on appelle l'auto-questionnement. On va entraîner les jeunes à se poser la question, devant n'importe quelle tâche, qu'est-ce qu'on me demande de faire, qu'est-ce que j'en connais? Combien d'élèves se lancent dans des tâches puis ils ne savent pas ce qu'ils cherchent? Hein, on donne une tâche, ça fait 10 minutes que les jeunes travaillent, je circule, j'arrive à côté du petit Normand, je demande à Normand, qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas, continue, je suis sûr que tu vas le trouver. Rien! C'est pas ce que tu cherches! C'est la caractéristique des élèves en difficulté. Donc, c'est important que ces jeunes-là se posent la question, c'est quoi qu'on me demande de faire, qu'est-ce que j'en connais? Un étudiant de premier de classe, après la lecture d'une première consigne qu'il ne comprend pas, que fait-il? Une deuxième lecture. Un élève en difficulté, après une première lecture et qu'il ne comprend pas, il abandonne. Un a des stratégies, l'autre en a peu ou en a pas. La bonne nouvelle, c'est que ça s'enseigne. Combien de fois le jeune, après une première, il est en train de travailler sur des problèmes. Il y en a un qui ne comprend pas, il arrive en avant, il prend son cahier, il lance ça. Steve, je comprends rien. On va dire, attends une minute, quel numéro te pose problème? Numéro 14, je comprends rien. OK, est-ce que tu pourrais le relire devant moi? L'élève commence à le relire, il s'entend penser. C'est correct, Steve, j'ai tout compris. Pourquoi tu viens en avant à mon bureau et tu es obligé de me déranger pour être capable de faire quelque chose que tu serais capable de faire à ta place? La bonne nouvelle, c'est que ça s'enseigne. Comment on va y arriver? Vous devez le faire devant eux en modelage à de nombreuses reprises pour qu'eux puissent le faire à leur tour ensuite. Donc, je présente une tâche, je me pose moi-même
cette question-là à haute voix et j'y réponds. Et c'est en les entraînant ensuite qu'ils pourront arriver à le faire à leur tour. Maintenant, d'autres stratégies d'enseignement efficace. J'ai publié avec des collègues de l'UQO et de l'Université Laval une méga-analyse. Donc, c'est une synthèse de différentes méta-analyses sous le titre « Quelles sont les stratégies d'enseignement efficace qui favorisent les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté? » Si vous voulez aller lire la recherche complète, vous allez sur Google, vous allez indiquer « Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage, Steve Sonnet » et toute la recherche est accessible en format PDF, gratuite et complète sur le web. Donc, quand je parle d'apprentissage fondamentaux, je parle de lecture, écriture, mathématiques. Et quand je parle d'élèves en difficulté, deux catégories d'élèves, Learning Disabilities, qu'on appelle les élèves en trouble d'apprentissage, et Low Achievers, élèves à risque d'échec. C'est-à-dire c'est des élèves dont on ne sait jamais si d'une étape à l'autre, ils obtiennent la note de passage. Donc, à partir de ça, j'ai été capable de répertorier 11 méta-analyses qui ont été faites soit en lecture, soit en écriture, soit en maths, soit auprès des élèves en trouble d'apprentissage ou auprès des élèves à risque d'échec. Ces 11 méta-analyses-là représentent une synthèse de 362 recherches qui ont été publiées en 1973 et 2006 qui impliquaient au-delà de 30 000 élèves. Ça va donc vous éviter d'aller lire 362 recherches. Vous avez les 11 méta-analyses sur ce tableau-ci, le nom de l'auteur, l'année de publication, le niveau des élèves. Parfois, la méta-analyse a été faite à l'élémentaire et secondaire, parfois c'est juste l'élémentaire. Le type de difficulté des enfants, le type d'intervention qui a été faite, la durée, le nombre de recherches synthétisées, le nombre d'élèves impliqués et la période de la méta-analyse. Une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on a beaucoup plus de résultats de recherche en lecture, regardez le nombre de méta-analyses, qu'en écriture. Ce qu'on connaît le mieux maintenant, c'est comment enseigner de façon efficace à lire. Ce qu'on connaît le moins, c'est le processus d'écriture. Ce qu'on commence à connaître un peu mieux, c'est l'enseignement des mathématiques. Quelques résultats de recherche plus récents qui concernent strictement le secondaire, qui n'étaient pas disponibles au moment où moi j'ai publié ma méga-analyse, mais les résultats vont exactement dans le même sens que ce que je vais vous présenter. Alors, il y a deux méthodes d'enseignement qui favorisent la réussite des élèves en difficulté et à risque d'échec. L'approche le winner est de loin l'approche gagnante, enseignement explicite, et de loin. Suivi ensuite de ça par une deuxième approche qui s'appelle l'enseignement réciproque. C'est quoi l'enseignement réciproque? C'est les gens qui connaissent les travaux de mon collègue Éric Dion, lire à deux, c'est de l'enseignement réciproque. C'est quoi? C'est par exemple en compréhension de lecture, l'enseignant va modeler une stratégie, puis ensuite de ça, on va demander aux élèves de se placer en diade. C'est ce que moi j'appelle le principe du mini-prof. Un des deux jeunes va jouer le rôle du mini-prof, il va réenseigner à son collègue la stratégie qui a été modelée par l'enseignant. Le collègue a le droit de réagir, puis ensuite on va intervertir les rôles. Celui qui a été le mini-prof devient l'élève, celui qui était l'élève devient le mini-prof. Donc, c'est de l'apprentissage coopératif, réalisé en diade, fortement structuré, toujours précédé d'un modelage, d'une stratégie par l'enseignant. Donc, c'est ce qui donne les meilleurs résultats, je répète, en lecture, en écriture et en mathématiques pour les deux catégories d'élèves, élèves à risque d'échec et élèves en trouble d'apprentissage. Est-ce que les résultats sont différents de d'autres grandes commissions d'enquête? Pas du tout. En 2000, le National Reading Panel, la plus grande étude jamais publiée dans l'histoire de l'éducation sur la meilleure façon d'enseigner aux enfants à lire, en 2000, est arrivé à la conclusion, enseignement explicite, enseignement réciproque. Le National Mathematics Panel, après avoir analysé 16 000 recherches sur l'enseignement des maths de la première à secondaire 2, est arrivé à la conclusion que pour les élèves en difficulté, meilleure façon d'enseigner, enseignement explicite, enseignement réciproque. Donc, des fois, on entend, il n'y a pas de bonnes approches pédagogiques. Je ne sais pas c'est quoi que ces gens-là lisent, là, mais ce n'est certainement pas des résultats de recherche. On sait depuis au moins 40 ans que la meilleure façon d'enseigner aux élèves en difficulté, c'est d'être explicite et le plus explicite possible. Est-ce que le ministère fait la recommandation de ça? Ben oui. Il commence à être temps, mais mieux vaut tard que jamais. En 2011, dans un document qui s'intitule « Coup de course à la réussite », qui a été envoyé à toutes les écoles secondaires du Québec, dans ce document-là, on retrouve 11 recherches, dont 2 recherches que j'ai faites sur l'enseignement explicite, l'enseignement réciproque, et c'est recommandé comme étant une mesure qui peut contrer le décrochage scolaire. Maintenant, c'est quoi l'enseignement explicite? Ce que vous avez à l'écran, étape 1, étape 2, étape 3, n'est pas à confondre avec les 3 temps de l'acte d'enseigner.
Dans les programmes de 80, le temps 1, c'était la mise en situation. Aujourd'hui, on appelle ça la préparation d'apprentissage, c'est la même maudite affaire. Dans le temps 2, c'était l'expérience d'enseignement-apprentissage. Puis le temps 3, les programmes de 80, on appelle ça l'objectivation. Maintenant, on appelle ça l'intégration des apprentissages, c'est la même maudite affaire. Donc, ce que vous avez à l'écran présuppose que vous êtes dans le temps 2 de l'enseignement. La mise en situation ou la préparation a été faite. J'ai dit aux élèves, voici sur quoi on va travailler aujourd'hui, voici le nom de la compétence. J'avais peut-être une petite activité pour vérifier qu'est-ce qu'ils connaissent déjà ou tout simplement pour piquer leur curiosité. Tout ça est fait. Maintenant, j'ai quelque chose à enseigner. Quand on se retrouve dans tout ça est fait, j'ai quelque chose à enseigner, Barak Rosenschein, en 1976, nous a dit, après avoir observé des milliers d'enseignants, les enseignants qui sont efficaces, comparativement à leurs collègues qui le sont moins ou qui ne le sont pas, font un modelage, ensuite une pratique dirigée, puis une pratique autonome lorsqu'ils enseignent. Donc, l'enseignement explicite n'a pas été créé dans une tour d'ivoire des sciences d'éducation. L'enseignement explicite a été présenté la première fois en 1976 à la suite de l'observation de milliers d'enseignants qui étaient reconnus comme étant les meilleurs pour amener les jeunes à faire des progrès. Donc, c'est une étude de terrain. Ce que Rosenschein nous a dit, c'est que les gens commencent par faire un modelage. C'est quoi un modelage? C'est lorsque je fais des présentations ou des démonstrations, non seulement je vais enseigner le quoi faire, mais je vais surtout enseigner le comment, le quand, le où et le pourquoi. Je vais essayer de faire devant les jeunes ce que je veux que les jeunes fassent ensuite de ça à leur tour. C'est comme si je mets un haut-parleur sur ma pensée, que j'essaie de rendre visibles des processus qui sont souvent invisibles. Par exemple, en lecture, il y a des jeunes qui n'ont pas compris que parfois la réponse est dans le texte, parfois un petit bout dans le texte, un petit bout dans ta tête, des fois juste dans ta tête. Hein? Quand on dit qu'est-ce que l'auteur a voulu dire faire, là, je ne cherche pas dans le texte l'auteur a voulu dire faire 2 points, là, tu ne le trouveras pas. C'est ce qu'on appelle faire une inférence en lecture. La bonne nouvelle, c'est que l'inférence, ça s'enseigne. Je peux te le montrer. Par exemple, en première année, le texte dit « Paul sort avec son parapluie. Question de compréhension posée. Quelle température fait-il dehors? » Je ne cherche pas température 2 points égale pluie, hein, tu ne le trouveras pas. Il faut faire une inférence. Donc, comment on va faire? On transforme notre question en qu'est-ce qu'on cherche. Bon, ben, à cause du mot température, on cherche un indice de temps. Il pleut, il graille, il mouille, il neige, peu importe. Donc, on va prendre le temps de relire notre texte, puis on va porter attention aux mots ou aux groupes de mots qui nous font penser à température. Quand tu as trouvé ces groupes de mots-là, tu te poses la question à quoi ça me fait généralement penser. OK, on commence. Paul sort avec son parapluie. Ah oui, parapluie, ça me fait penser à température. OK, tu te poses la question à quoi ça te fait généralement penser. Parapluie, il n'a pas qu'à faire sur le bord du fleuve, il mouille tout le temps. OK, donc la réponse à produire, elle est simple. Ou bien il pleut, ou bien il y a apparence de pluie. Je viens de le faire en accéléré, là, et quelqu'un qui fait ça devant les jeunes rend visible des processus qui sont invisible. L'élève fort n'a pas besoin de ça, lui. Mais l'élève moyen, l'élève en difficulté, en a particulièrement besoin. Donc, première étape, modelage. Deuxième étape, c'est de la pratique dirigée. Maintenant que je l'ai faite devant toi, je veux savoir si vous avez compris. Et là, je pourrais utiliser mon enseignement réciproque. Placez-vous en équipe de 2. Je vous donne d'autres tâches d'inférence à faire et vous allez vous essayer. Et pendant que les jeunes essaient de résoudre les tâches, l'enseignant marche sa classe comme un cultivateur marche sa terre. Pourquoi? Pour 2 raisons. Frotter les oreilles à ceux qui ont besoin de se les faire frotter, c'est ce qu'on appelle utiliser la proximité en gestion de classe. Et ensuite de ça, être capable de détecter qui comprend et qui ne comprend pas et fournir l'aide à ces jeunes-là. Parce que si je reste à l'avant et que l'élève en difficulté doit se lever de l'arrière, traverser devant tout le monde pour venir chercher de l'aide en avant, à partir de la 3e année du primaire, ils ne le font pas. C'est pas à l'élève de se lever, c'est à l'enseignant à aller voir les enfants. Moi, j'ai toujours pensé qu'une salle de classe de prof ne devrait pas avoir de bureau. Il est constamment en mouvement, en train de détecter qui comprend, qui ne comprend pas, et fournir de l'aide à ceux qui ne comprennent pas. Mais ça, c'est une humble opinion. Ensuite, à partir du moment où la pratique dirigée est faite, dernière étape, pratique autonome. Maintenant, je l'ai faite devant toi, que tu l'as faite avec tes collègues, puis on s'est entraidé. Le but, c'est que je veux savoir si tu es capable de le faire seul. On peut résumer cette démarche-là. Rosenschein l'a résumé en disant « I do, we do, you do ». Je fais devant toi, nous faisons ensemble, et tu fais à ton tour. Une autre façon de le dire, mon temps, notre temps et ton temps. Quand on compare cette pédagogie-là avec l'enseignement traditionnel, parfois il y a des gens qui me disent, il me semble qu'il y a des ressemblances. J'aurais tendance à dire oui, mais il y a beaucoup plus de différences. Commençons par les ressemblances. Dans un enseignement traditionnel, là, faire des présentations, des démonstrations, on fait ça depuis que l'école existe. Est-ce que c'est toujours explicite? À la pocatière, là, la réponse c'est non. Souvent, la plus grande différence dans un enseignement traditionnel, je te l'explique, il n'y a pas de pratique dirigée. Prends ton cahier d'exercice, fais les 15 prochains numéros. OK, il reste 10 minutes, on va regarder ça ensemble, puisque les numéros que vous n'avez pas compris, il n'y a pas personne qui lève la main. On va faire le 8 puis le 10.
L'élève en difficulté s'aperçoit lorsque le cours est fini, il n'a rien compris. Bon, ce soir, vous avez 4 problèmes supplémentaires à faire en devoir et en leçon, corrige ça demain matin en rentrant. L'élève arrive à la maison, pas de grand frère, pas de grand soeur, pas capable de l'aider, pas de maman dépassée depuis la 2e année du primaire, incapable de faire les devoirs et l'étude, revient le lendemain, la pas de devoirs non fait, généralement on l'envoie au local de retenue. C'est presque rare l'enfant martyr, là, mais c'est parce que ça aurait été le fun de savoir, avant que le cours finisse, si tu as compris oui ou non. Dans un enseignement traditionnel, il y en a de la rétroaction, mais le problème, c'est qu'elle arrive beaucoup trop tard. Alors que dans un enseignement explicite, elle arrive le plus vite possible. Des fois, on va donner un cours, on va dire, il me semble que ce matin, j'étais dedans. Bon, peut-être que tu étais dedans, mais si tu veux vérifier si tu étais dedans, là, prends donc le temps de vérifier si ta gang a compris. C'est ce qu'on appelle faire une pratique dirigée. Et là, tu vas leur donner de la rétroaction. Donc, ça devient important de ne pas placer les jeunes tout de suite en autonome, sans s'être assuré minimalement que les jeunes ont compris, sinon je les envoie à l'abattoir. Et cette pédagogie-là implique la différenciation, comme n'importe quelle autre. Là. Il y a des jeunes qui vont peut-être aller en pratique autonome pas mal plus vite que d'autres, ce qu'on appelle nos premiers de classe. Puis il y a peut-être des jeunes qui vont rester avec Bibi en avant, en train de faire de la pratique dirigée, parce que je sais que si je les envoie en pratique autonome, ils vont se casser en margoulette. Là. Il faut gérer les rythmes des élèves au même titre dans cette pédagogie-là que n'importe quelle autre pédagogie. Je veux vous montrer, lorsqu'on n'utilise pas l'enseignement explicite, comment on peut transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires. Lorsque ma jeune fille était en première année, Frédéric, il y a déjà fort longtemps, elle me dit, papa, la semaine prochaine, j'ai une production orale à faire en classe. Je dis, oui, qu'est-ce que tu as à faire? Ben, elle dit, la madame elle nous a donné une feuille, c'est marqué sur la feuille. Je dis, correct, elle va chercher ta feuille. Elle va chercher sa feuille, elle revient, elle avait raison. La semaine prochaine, elle devait prendre la parole devant les amis de sa classe. Elle devait parler de son toutou préféré. Elle devait dire qui lui a donné, à quelle occasion, pour quel motif, pour quelle raison. Et son discours devait être structuré, logique et cohérent. Je demande à Frédéric, la madame, là, est-ce qu'elle l'a fait devant vous autres? Est-ce qu'elle est arrivée avec son toutou en vous disant, écoutez-moi bien les amis, là, je vais le faire devant vous autres, vous allez prendre le temps de bien m'écouter puis me regarder, ensuite vous allez vous pratiquer puis je vais vous aider, puis la semaine prochaine, chacun le fait pour de vrai. Frédéric a dit, non papa, la madame m'a pas fait ça. J'ai dit, qui va le faire avec moi, Frédéric? Elle dit, c'est toi papa, ça va. Moi, je suis dans le domaine de l'éducation, je suis capable de faire ça. Mais la semaine prochaine, on va évaluer des enfants sur un objet d'enseignement qui n'a jamais été enseigné. Ce n'est pas la job des parents de faire l'enseignement de la production orale, c'est la job des enseignants. Est-ce qu'on peut nous blâmer? Non. Est-ce qu'on nous l'enseigne à l'université? Non. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui. Lisanne Lafontaine, qui est ma collègue, doctorat, enseignement explicite de la production orale, dont le matériel est vendable chez Chenolier McGrail. Donc, il y a de l'espoir. On commence à nous en parler, puis il commence à être temps. Donc, c'est à nous de faire ce type de pédagogie-là, ce n'est pas aux parents de le faire. Finalement, est-ce que vous pensez que l'enseignement explicite va régler 100% des problèmes d'une salle de classe? Non. Et si vous entendez des gens vous dire ça, c'est des pédaleurs en éducation. Il n'y a aucune méthode d'enseignement qui peut produire 100% de réussite. Alors, la question à laquelle qu'on peut se poser, c'est à quoi peut-on s'attendre réalistement? Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le modèle RTI, Response to Intervention, qu'on a traduit en français par le modèle de réponse à l'intervention. Souvent, le modèle qu'on va appeler le modèle 1, 2, 3. Ce modèle-là a été créé par Walter en 1993 en Oregon. D'abord pour les troubles de comportement, puis ensuite on s'en est servi en apprentissage. Au Québec, on a fait le contraire. On a commencé par s'en servir sur le plan de l'apprentissage, puis là on s'en sert sur le plan du comportement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, là. Mais ce modèle-là, actuellement, nous permet de voir à quoi on peut s'attendre réalistement des élèves. Donc, quand un enseignant met en place des interventions universelles, donc c'est-à-dire des interventions qui s'adressent à tout le monde, l'enseignant fait une bonne job au niveau de sa gestion de classe et utilise, par exemple, de l'enseignement explicite puis de l'enseignement réciproque. À quoi peut-on s'attendre réalistement? On peut s'attendre à ce que 80% des enfants fassent les apprentissages prévus. Pas 100, en moyenne 80%. Il va nous rester un 20% d'élèves qui, malgré un bon boulot de la part de l'enseignant, il va avoir des interventions supplémentaires que certains jeunes ont besoin. Donc, il y a des enfants qui vont avoir besoin de plus d'enseignement et d'occasions d'apprentissage en fonction de leurs difficultés. Donc, ça veut dire que je vais devoir regarder dans ma classe comment je peux aider certains enfants en regardant les périodes, en leur donnant plus d'enseignement, plus d'apprentissage sur ce qu'ils n'ont pas compris, pour être capable de les amener au même niveau que tout le monde. Quand je fais ça, je vais aider un 15% d'élèves de plus. Donc là, je suis rendu à 95. Mais il va me rester un 5% d'élèves qui sont nos véritables troubles d'apprentissage.
dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, nommez toutes les 10, la tourette. On met tout ça dans le même panier, là. Et eux, là, ont besoin d'avoir des interventions lourdes, souvent multisystémiques, c'est-à-dire qui dépassent largement la salle de classe, évaluation, pédopsychiatrie. Il y a un paquet de tests et d'aides que ces enfants-là ont besoin. Pourquoi? Parce que la problématique, elle est persistante. Ces enfants-là sont en difficulté malgré une bonne job faite au niveau 1, malgré des interventions faites au niveau 2. Ces jeunes-là ont toujours besoin d'aide. On pourrait résumer ce modèle-là en disant problème ordinaire égale mesure ordinaire. Problème extraordinaire égale mesure extraordinaire. Et trop souvent, on met en place avec des problèmes extraordinaires des mesures ordinaires. Bon, mais quand tu fais plus de la même chose qui ne marche pas, tu obtiens plus des mêmes résultats. Hein? Donc, ça devient important de conscientiser que ce modèle-là ne réglera pas 100% de réussite à l'intérieur de nos écoles. Et c'est la même chose sur le plan du comportement. Quand on a une bonne gestion de classe, au mieux, 80% des enfants vont se comporter adéquatement. Il y a 15% d'élèves qui vont avoir besoin de se faire frotter les oreilles, petit programme d'habileté sociale, contrat de comportement, appel à la maison, rencontre en individuel. Quand on fait ça, on aide un 15% de plus. Il va nous rester un 5% d'élèves qui sont nos véritables troubles de la conduite et du comportement, qui eux ont besoin d'avoir des interventions lourdes parce que la problématique, elle est lourde, suivi des parents, travailleurs sociaux et ainsi de suite. Alors, s'il y a des gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'enseignement explicite, malheureusement en français, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai créé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation en Ontario, un site qui s'appelle vimeo.com Steve Bissonnette, où j'ai placé 3 petites vidéos que j'ai tournées pour le ministère de l'Éducation, un sur l'inférence en lecture, un sur le résumé d'un texte informatif et un sur la rédaction d'un paragraphe informatif, et tout le matériel dans l'intention des étudiants est là. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller télécharger le tout est disponible. Et finalement, s'il y a des gens qui veulent en savoir un petit peu plus aussi, je présente rapidement les travaux d'un de mes collègues qui s'appelle Christian Boyer. À mon avis, Boyer est le meilleur en enseignement explicite au Canada. Et Boyer avait publié dès 1993 un bouquin qui s'appelle L'enseignement explicite de la compréhension en lecture, où toutes les stratégies de compréhension sont présentées et il existe du matériel là-dedans de la première année secondaire 2 pour être capable d'enseigner les 10 stratégies. Et son petit dernier à Christian sur l'orthopédagogie et l'enseignement explicite au niveau de la lecture. Avant de terminer et de s'arrêter, je tiens à souligner que plus on va intervenir tôt avec l'enseignement explicite, meilleurs seront nos résultats à moyen et à long terme. Et quand je parle d'intervenir tôt, je parle d'intervenir avec les tout petits, dès le préscolaire. Plus on a la chance d'intervenir tôt, mieux c'est. Le programme du Québec a été mal foutu, où on n'a pas inclus l'enseignement obligatoire de la conscience phono chez les enfants du préscolaire. En Ontario, c'est obligatoire, alors que chez nous, ça ne l'était pas. Si Mme Beauchamp était restée, je vous annonce que le tout aurait été modifié dans le programme et qu'on aurait ajouté l'enseignement explicite de la conscience phono. Actuellement, au Québec, on a un matériel qui est en avance sur tous les autres au niveau de la conscience phono parce qu'on a des résultats de recherche qui vont montrer son efficacité. Ça s'appelle La forêt de l'alphabet, de ma collègue Monique Brodeur. Ce matériel-là, lorsqu'il est bien utilisé, on l'a testé à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord avec laquelle moi je travaille, on réduit le nombre d'élèves en difficulté en première année de 50% lorsqu'il est appliqué selon les règles de l'art. Et non pas appliqué comme je le veux, non, appliqué comme il est prévu. Donc j'aurais le goût de dire, c'est une des rares fois qu'on a un matériel aussi solide. Ne pas utiliser la forêt de l'alphabet au préscolaire, à mon avis, c'est un acte criminel. Ça devrait être obligatoire. Ça, c'est non négociable. Pourquoi? Parce qu'on réduit d'un élève sur 2 le nombre d'élèves en difficulté de lecture en première année. Là. Ça n'a pas de bon sens de dire, mais moi, ça ne me tente pas. Non. C'est tu le fais, point, that's it, that's all. On est là pour les jeunes. Alors, en finissant, quels sont les éléments essentiels à retenir? Et c'est la même chose sur le plan du comportement. On intervient avec les tout-petits le plus vite possible, comportement. On a un programme québécois validé, il s'appelle FLOP-P. Donc, on l'installe de façon obligatoire, même chose. Alors, quels sont les éléments essentiels à retenir? Je suis en train de faire ce qu'on appelle l'objectivation des programmes de 80, ou bien ce qu'on appelle maintenant l'intégration des apprentissages. Et pour le faire, je vais vous montrer 2 choses. On va d'abord commencer par Walt Disney, après ça, on va voir la vraie vie de tous les jours. Commençons par Walt Disney. OK, ça fait 3 cours que je travaille sur l'enseignement des mathématiques. Avant de passer au concept suivant, il me reste 10 minutes avant la fin de mon cours. Je demande aux élèves, placez-vous en équipe
et répondez à la question quels sont les éléments essentiels à retenir des 3 derniers cours qu'on vient de passer en maths. Après 5 minutes de travail, je commence à pointer certains élèves pour me dire qu'est-ce qu'ils ont identifié comme étant les éléments essentiels. Ils m'ont dit ce que je voulais entendre. Maintenant, je leur dis, sortez votre petit cahier Canada. Moi, je suis un vieux, là. Sortez votre cahier Canada, puis on va aller inscrire dans notre cahier Canada tous les éléments essentiels à retenir de nos 3 derniers cours de mathématiques. Quand arrive le temps de l'étude, qu'est-ce que les jeunes ont à faire? Sortir le petit cahier Canada. Everson 74 nous dit, quand on installe le petit cahier Canada, on est capable d'augmenter la moyenne d'un groupe d'au moins 10%. C'est pas rien, là. Sauf que ça, c'est Walt Disney. Maintenant, la vraie vie, la cloche, l'éducation physique, j'ai pas 10 minutes. OK, sortez votre petit cahier Canada, je vais faire la synthèse devant vous. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, quels sont les éléments essentiels à retenir? L'enseignant a une influence déterminante sur l'apprentissage des jeunes qui lui sont confiés. C'est nous qui arrivons en tête de liste et c'est une excellente nouvelle. Quelques stratégies d'enseignement efficaces. Ma préférée est de loin. R égale E fois S dans toutes les salles de classe, 3 pieds par 6 pieds. Je vais envoyer à Mme Boisvert le fichier image en vert de R égale E fois S. Mme Boisvert pourrait donner le tout à vos directions d'école et ensuite de ça, tous les enseignants pourraient le faire imprimer et l'agrandir 3 pieds par 6 pieds dans toutes les salles de classe et sur toutes les portes de chambre des garçons du Québec. Ensuite, questionner les jeunes de façon ouverte. Leur demander, dis-moi ce que tu comprends. Évitez, dis-moi ce que tu ne comprends pas et avez-vous compris. Pointer des élèves pour répondre aux questions qu'on pose en leur expliquant qu'on ne fait pas ça pour les prendre en défaut, mais on veut savoir ce qu'ils ont compris. On ne peut pas les pointer tous un par un, d'où l'importance de les entraîner à s'auto-questionner. Et finalement, 2 méthodes d'enseignement très efficaces pour les élèves en difficulté, en tête de liste, l'enseignement explicite, suivi ensuite de l'enseignement réciproque. Si vous avez des questions, on n'aura peut-être pas le temps de répondre, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, j'ai l'habitude de répondre aux questions qui me sont posées, pas dans l'heure qui suit, mais dans les jours qui vont suivre. Et je vous rappelle que si vous avez aimé le 2 heures, 2 heures et demie qu'on a passé ensemble, il y a moyen d'aller plus loin. Il y a des gens qui ont l'information sur le cours entre les mains. Allez sur teluc.ca, DU 510, et il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça. Si vous avez détesté, n'y allez pas. Ça risque d'être fort troublant. En finissant, petit mot de la fin, c'est mon petit côté catholique, voulez-vous. Ça ne va pas être parfait. Donc, c'est mon petit côté curé, donc on va regarder ça ensemble. Et s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé réponse, on pourrait se garder 5 minutes pour répondre à ces questions-là. Ça se lit comme suit. Si tu te crois battu, tu le sauras. Si tu n'oses pas, tu n'obtiendras rien. Si tu veux gagner, mais que tu t'en crois incapable, sois assuré que tu n'y arriveras point. Si tu crois que tu vas perdre, tu es déjà perdu, car en ce monde, on se rend compte que le succès dépend de notre état d'esprit et surtout de l'effort fourni. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui croient en eux et qui pensent toujours qu'on peut réussir à 2 conditions. 1, fournir l'effort nécessaire et 2, s'y prendre d'une bonne façon.